soleil implacable. Tu ne redoutes que la mort. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée à Donald Trump. En effet, après Encourage, l'épisode russo-américain, après la Palestine, Donald Trump revient contre la BBC cette fois, la British Broadcasting Corporation. Écoutons Jean-François Carracci au micro, des ondes clandestines. Donald Trump, président des États-Unis pour la deuxième fois, annonce que la BBC va prendre cher. Donald Trump affirme qu'il va demander $1 milliard de dommages et intérêts à la chaîne anglaise BBC pour avoir raconté n'importe quoi à son sujet, et en particulier pour l'avoir accusé d'être coupable de l'invasion du Capitole. Alors je vais vous expliquer un petit truc là. M6 m'a fait la même chose, la chaîne française avec la maison mère allemande, les Bertelsmann. J'ai réclamé 100 millions d'euros en avril 2018 à Nicolas de Taverneau, président d'M6, et à la directrice générale groupe, directrice des affaires juridiques du groupe, 100 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas dans la diffamation sur le reportage M6 66 minutes, on était dans la création de faux témoignages, de fausses preuves. On n'était pas dans de la diffamation en disant Jean-François Carracci pue du cul. Je vous ai déjà expliqué que c'est pas possible pour ce qui me concerne. M6 n'avait qu'une chose à faire, c'était poser la question de savoir qui j'étais sans imposer de réponse. En n'allant pas interroger Jacques Martin, qui s'est fait plaisir, mais sinon, en interrogeant aussi Jacques Barbe, qui aurait peut-être, certainement, dit des choses très aimables à mon endroit. Puisque Jacques Barbe a connu Berlusconi, j'ai présenté Berlusconi à Jacques Barbe. Berlusconi voulait que Jacques Barbe fasse de la fusion-acquisition avec moi. Qu'est-ce que j'avais comme meilleur témoin que cela ? J'ai eu, il y a 3 ans, Jacques Barbe au téléphone, qui m'a dit qu'il avait été navré par la tragédie que j'avais vécue de la mort de mon fils, etc., etc. Bon. Donc, il n'y a rien de fantasque à ce qu'un président américain demande $1 milliard, mais il y aurait quelque chose de fantasque à ce qu'un fils de roi, à qui on l'a volontairement fait à l'envers, via M6, via Le Parisien, via Libération, ne puisse pas réclamer 100 millions. N'oubliez pas une chose, chers auditeurs, c'est que la fortune des Hohenzollern, Carole II est partie avec l'or de Transylvanie entre les deux guerres. Et il a laissé Michel se démerder tout seul avec l'extrême droite et l'extrême gauche, ce qu'il n'a pas su faire. Michel, mon père, a fait assassiner le chef du parti nationaliste paysan roumain alors que c'était ses soutiens. Et il est allé essayer de se mettre d'accord avec les communistes. À l'époque, c'était pas Ceausescu. On était en 50. Ceausescu est arrivé en 60. Pour les abrutis qui connaissent pas l'histoire, je vous explique un peu ce qu'il en est. Parce qu'il y a toujours des gens qui savent rien, mais qui vont nous expliquer comment ça marche. Je suis pas énervé, hein. Je vous explique dans ce podcast vif que j'ai perdu mon boulot, que j'ai perdu mon héritage, et que les Carracci se sont engouffrés là-dedans, Joseph Carracci et Sandrine Bignolet-Carracci, pour finir me déshériter en se disant que de toute façon, si je retournais en gendarmerie ou que je réécrivais au procureur, j'aurais des problèmes, parce que je les ai tellement merdés à crier justice alors que tout le monde s'en battait les couilles. Donc, que Donald Trump demande, il les aura peut-être pas, hein, $1 milliard de dommages et intérêts à la BBC, certains trouveront ça pas normal parce que Trump est un connard. Peu importe. Trump est président des États-Unis. Et ceux qui disent qu'il est un connard, ils sont quoi ? Pas grand-chose. Comment on dit François Hollande, le socialiste ? Descendant, c'est ça ? C'est ça être socialiste ? Expliquer qu'il y a des gens qui sont descendants ? Vous n'avez pas compris que François Hollande était un riche héritier d'un père qui avait plusieurs cliniques privées et qu'il a joué aux socialistes comme François Mitterrand a joué aux socialistes ? Bon. Donc, oui, j'ai porté plainte officiellement contre M6 en 2018 et peut-être un jour, quelqu'un se rappellera dans un parquet quelconque que tout cela existe. Nous avons fourni des éléments très clairs, Bénédicte Carracci et moi, des textos, des mails, des enregistrements téléphoniques aussi, qui
tendent à démontrer le bien fondé de ce que je vous affirme à cet instant, que oui, Maurice Néra, délégué par M6 et par STP Productions, a joué avec moi. Mais c'est pas parce que j'étais idiot ou nul ou faible ou quoi que ce soit. On savait, Bénédicte et moi, qu'M6, surtout Bénédicte, instinctivement, et puis parce qu'elle a oublié d'être idiote, j'ai eu la chance de ne pas avoir épousé une connasse comme Carla Bruni. Donc, à partir de là, eh bien, Bénédicte m'a dit dans la voiture, Maurice Néra, il va te la faire à l'envers, c'est un menteur. C'est vrai. Il s'avère que Philippe Cohen, rédacteur en chef de toutes les nouvelles de Rambouillet, plus tard, me dira au téléphone, quelques semaines après, que Maurice Néra, qui était stagiaire à toutes les nouvelles de Rambouillet, a été viré parce qu'il avait monté une fausse rencontre avec Gérard Larcher, une fausse interview. Oui, ok. Donc M6, STP Productions, savait que Maurice Néra avait été viré de toutes les nouvelles de Rambouillet pour faux reportage et l'ont utilisé pour faire un faux reportage contre moi. C'est une question que je pose. C'est une hypothèse que je mets sur la table. Parce que n'oublions pas une chose, et je vous l'ai dit dans un podcast il y a quelques semaines, quand Libération me consacre au mois d'août 3 pages pour expliquer, août 2020, mais me consacre 3 pages pour m'expliquer à quel point je suis un connard. Ok. Mais la preuve de qui je suis, elle n'est pas fournie. Hein. La preuve du contraire n'est pas fournie. J'en bégaye. Et puis il y a un problème avec Libération, c'est que vous, les journalistes qui écoutez les podcasts, quand vous êtes en comité de rédaction, vous savez comment ça se passe. Tiens, et si on parlait de telle personne? Tiens, si on écrivait sur telle personne? Ah tiens, celui-là, il est génial. Ah tiens, ça, c'est un connard. J'aimerais savoir comment Libération s'est dit au mois d'avril-mai, parce que c'est mai-juin, c'est à ce moment-là que la journaliste de Libération m'a contacté pour après réussir à sortir son article au mois d'août. J'ai l'enregistrement téléphonique de la conversation avec cette femme où elle me prend pour un idiot. Elle a raison. Jacques Martin a expliqué à la France entière que j'étais un débile. La porte était grande ouverte. Sauf que le patron de Libération est toujours un espion au service d'Israël, qui a été directeur d'un service de renseignement électronique pour les services secrets israéliens. C'est une vérité. C'est sur sa fiche Wikipédia. Bon. Donc on est dans le schéma, on va m'expliquer que Libération n'a fait que du journalisme. Et c'est pour ça que je ne peux pas faire supprimer l'article de Libération sur Google. Je peux pas. Je n'ai pas de droit à l'oubli, parce qu'on va m'expliquer, mais attendez, c'est un article de presse, ils ont enquêté, c'est normal. Ils ont enquêté de quoi? J'attends toujours, à la suite de cette interview, qu'on m'explique qui sont mes parents naturels, si c'est pas Michel. Or, j'enfonce des portes ouvertes, je me rabâche, je m'énerve pour rien. Mais le sujet initial de ce podcast, c'est ça. N'allez pas trouver normal chez quelqu'un d'autre une situation que vous ne trouvez pas normal chez moi. Moi, je suis un type qui a renoncé très jeune à intégrer la mafia parce que ça m'intéressait pas. D'être proxénète, trafiquant de drogue ou marchand d'armes. Ça m'intéressait pas. J'avais pas envie. Et à ce moment-là, je savais pas que j'étais fils de roi. J'avais pas envie. À titre personnel, je voulais pas être ce genre d'homme-là. Entre-temps, j'apprends que j'ai fils de roi et je me dis, c'est bien, j'ai fait les bons choix. Et je découvre que dans les monarchies, il y a aussi des enfants de putain. Il suffit de voir le prince Andrew ou Charles III, anciennement prince Charles. Mais chacun fait bien comme il veut, tant que ça fait pas chier les autres. Moi, si aujourd'hui je vous explique dans mes podcasts que j'aimerais, si j'étais roi, être un bon roi, c'est parce que j'ai envie d'être ce que j'ai été avant. J'ai essayé jusqu'à maintenant, mes 44 ans, d'être une bonne personne. Et des fois, j'y suis arrivé, des fois moins, parce qu'il y a les chocs de la vie qui vous font être plus ou moins calme, plus ou moins confiant, plus ou moins sage dans le quotidien. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais par contre, être un roi qui va s'enculer les premiers gamins qui passent, ou aller voler le peuple en disant « votre argent est le mien, mais mon argent, c'est pas le vôtre », aller se faire repasser ses lacets par ses assistants personnels, ou se faire mettre son dentifrice sur sa brosse à dents, avoir quelqu'un pour ça, alors ça peut paraître fantasque, délicieusement extravagant. On n'est pas loin de l'humour anglais, finalement. Hein. Cet humour étrange qui fait sourire et en même temps qui sent toujours un peu la merde. On est dans cette situation où on trouve que l'aristocrate excentrique a du charme, mais par contre un fils de voyou qui s'est révélé être un fils de roi et qui n'a
pas bronché d'un iota, qui a payé ses études supérieures en étant pompier volontaire saisonnier, qui a sauvé la vie de son père adoptif, de sa mère adoptive et même de Sandrine Mignoli-Caracci, qui allait passer par-dessus bord en 96-97 dans notre traversée entre la Corse et la Sardaigne. Sandrine, si tu m'écoutes mes podcasts et que je te fais rire à rabâcher mes vérités, sache qu'un jour, si je règne, je te demanderai des explications. Mais moi, je t'agresserai pas physiquement. D'ailleurs, je l'ai jamais fait. Je te menacerai pas physiquement. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais tué Roger Cazorla qui a tué mon fils. Pourquoi ? Parce que c'est le code pénal qui permet à tous ces gens-là de s'en sortir. Le crime d'honneur n'existe plus. Donc, je reste dans mon coin, tranquille, peut-être amer parfois, peut-être un peu en colère, mais pas dangereux. Moi, c'est la loi qui m'intéresse. Je veux respecter la loi, mais que les autres la respectent aussi. Donc l'acte notarié de 2017, mais t'as permis de devenir gérante de la SCI Caracci, tu joues à la grande chef d'entreprise en étant présidente des femmes chefs d'entreprise de Montpellier, mais j'en suis très heureux pour toi. T'as mieux que tu aies réussi à survivre à ton cancer du sein. Déjà que t'étais pas bien belle, tu dois l'être encore moins maintenant. Mais ce qui est important à mes yeux, c'est que le pognon que tu utilises tous les jours, c'est le mien. Alors, en tant que fils de roi égaré, qui pleure encore son fils 18 ans après, toi ça te fait rire, toi qui n'as pas réussi à infanter, hein? Mais moi j'oublie pas une chose, c'est que François Caracci a promis à ta mère sur son livret de mort qu'elle allait s'occuper de toi. Mais est-ce qu'il lui avait promis de te baiser alors que ta mère était sa maîtresse? C'est quand même particulier. Pas besoin d'acheter une poupée Shine là, hein? La réalité dépasse largement la fiction. Les zones clandestines, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis, encore très nombreux. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de la sécurité. Merci, à très bientôt, au revoir.